Où en est votre projet de segmentation de réseau ? Avez-vous des alertes seuil pour montrer que la taille des requêtes ou des réponses DNS était généralement d'une certaine dimension, mais qu'elles sont maintenant plus grandes ou qu'il y en a davantage ? Votre système d'alerte actuel inclut-il des règles pour identifier le tunneling à l'intérieur d'un autre protocole ? Bienvenue à la revue des nouvelles de Nest Radio épisode 1. Alors, que dois-je faire maintenant ? Je veux faire les choses un peu différemment dans ce podcast. Souvent, les reportages sur la cybersécurité mettent l'accent sur « qui » est derrière un incident de cybersécurité, en nommant un groupe ou un pays. Je veux plutôt me concentrer sur « et alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Et que puis-je faire à ce sujet ? Quel est l'impact de cette histoire sur « moi, l'auditeur » ? Et à quel type d'audience cette histoire s'adresse-t-elle vraiment ? S'adresse-t-elle à un lecteur individuel ? Ou aux employés d'une organisation dotée de systèmes gérés de manière centralisée ? Ou s'adresse-t-elle aux équipes de sécurité ? Ou au personnel de direction ? Ou encore au personnel gouvernemental et politique ? Dans ce premier épisode, je vais passer en revue 2 articles parus ces dernières semaines. Pour chaque article, j'appliquerai un score de pertinence afin de déterminer à quel public il s'adresse le plus. Et ensuite, je répondrai à la question « Que puis-je faire à ce sujet ?» Le premier article vient de NISO, une entreprise spécialisée dans la veille sur les risques humains, et porte sur les menaces internes. Il explique comment les menaces internes sont devenues une préoccupation pour les entreprises, car elles peuvent impliquer des employés, des sous-traitants ou d'autres personnes ayant accès à des informations sensibles qui abusent de leur position. Les menaces internes peuvent être accidentelles ou délibérées et, dans les 2 cas, les dommages peuvent avoir un impact réel. Une étude de PricewaterhouseCoopers PwC a montré que près de 60% des cas de fraude impliquent des initiés ou un mélange d'initiés et d'étrangers, ce qui montre que les risques de sécurité ne proviennent pas seulement de pirates informatiques externes, mais aussi de personnes déjà présentes au sein de l'organisation. NISO a remarqué une augmentation de l'activité des menaces internes depuis 2019. Les initiés de l'entreprise sont recrutés sur diverses plateformes, des sites de réseaux sociaux aux applications de messagerie cryptée, en passant par les forums du dark web. NISO décrit comment ces plateformes agissent comme des marchés numériques. Les personnes qui veulent nuire aux entreprises peuvent s'y rendre pour trouver des initiés prêts à vendre des informations ou à effectuer des tâches illégales. Une tactique courante consiste à utiliser des applications de messagerie comme Telegram pour recruter ouvertement des initiés. Certaines annonces sur ces plateformes ciblent des entreprises spécifiques, comme Amazon, et offrent des sommes importantes en échange de l'accès à des systèmes internes. D'autres se concentrent sur des secteurs comme les télécommunications et promettent des récompenses financières en échange de la coopération d'initiés. Une autre activité inquiétante concerne les remboursements frauduleux. Des initiés travaillant dans des entreprises de vente au détail ou de commerce électronique proposent de traiter de faux remboursements en échange d'argent. Ces initiés publient des informations sur leurs services, le prix qu'ils facturent et ce qu'ils peuvent faire. Maintenant à la question qui est le public de cet article, si nous examinons cet article sous l'angle de la pertinence, ou des facteurs qui déterminent la pertinence, nous pouvons alors les représenter sur une matrice 5 par 5 qui a sur l'axe des X les types de lecteurs individuels, employés d'une organisation avec des systèmes gérés de manière centralisée, équipes de sécurité, cadres, et personnel gouvernemental et politique. Et sur l'axe des ordonnées, les facteurs qui déterminent la pertinence comme l'applicabilité au public, l'actionnabilité ou le message clair à retenir, l'impact et la gravité, la conformité ou la dimension réglementaire et la compréhension contextuelle. Après avoir noté, nous pouvons voir que cette histoire est plus applicable aux responsables de la sécurité des systèmes d'information ou RSSI, mais qu'elle est également pertinente pour les équipes de sécurité informatique. Alors, que pouvez-vous faire ? Eh bien, si vous êtes un RSSI, il peut être utile d'aborder le défi de la menace interne sous différents angles, appelons-les détection, prévention et dissuasion. Tout d'abord, si vous estimez que vous risquez d'être confronté à un problème potentiel de menace interne, peut-être en raison du secteur d'activité dans lequel vous évoluez ou d'une série d'alertes sans rapport les unes avec les autres signalées par votre équipe de sécurité, mais qui, d'après votre expérience, méritent une enquête plus approfondie, alors l'étape suivante la plus immédiate peut consister à trouver la plaie et à essayer d'arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire la détection, suivie de près par la réponse. Disposez-vous des outils nécessaires pour détecter les mouvements de données anormaux, les habitudes de connexion inhabituelles, la falsification des outils de sécurité ou l'utilisation non autorisée de supports amovibles, puis pour agir en conséquence. Il existe de bons produits qui peuvent vous aider,
en utilisant l'analyse comportementale, la surveillance des périphériques et l'analyse de l'activité des fichiers, et en identifiant les écarts par rapport aux références individuelles. Exabeam propose une bonne offre dans ce domaine, tout comme d'autres fournisseurs. Ces produits nécessitent généralement un réglage fin, sinon ils risquent de générer un taux élevé de faux positifs. Et vous savez que le fait d'identifier à tort l'activité d'une personne comme malveillante peut avoir un effet néfaste sur le moral des employés. Au-delà des mesures immédiates, quel contrôle avez-vous actuellement mis en place, ou pouvez-vous mettre en place pour dissuader une menace interne potentielle? Par exemple, en rendant les conséquences de ce type d'action trop coûteuses et en communiquant ce coût aux employés. Vos employés connaissent-ils les directives de votre organisation? Disposent-ils d'un cadre dans lequel ils peuvent être productifs, se sentir en sécurité et s'épanouir? Si vous faites partie d'une équipe de sécurité, vous pouvez examiner cette histoire du point de vue de vos capacités et de vos outils actuels et la comparer à un état cible futur. Vos outils actuels vous permettent-ils de détecter et de bloquer un certain niveau de menace interne? Si quelqu'un dans votre organisation vendait l'accès au réseau interne, vos outils actuels seraient-ils capables de le détecter? Êtes-vous actuellement en mesure de surveiller et d'alerter en cas de connexions anormales ou simultanées à partir d'adresses IP inattendues? Si quelqu'un abusait d'un système interne, par exemple un système de facturation ou de paie, votre capacité actuelle d'alerte et de détection le détecterait-elle? Donc, maintenant, en regardant vers l'avenir, si vous avez identifié des lacunes dans vos capacités ou vos outils, vous pouvez rédiger une brève analyse, inclure une estimation des coûts, ajouter quelques exemples supplémentaires de menaces internes et présenter à la fois le problème et la solution à votre RSSI. Veillez à inclure dans votre analyse si votre équipe actuelle serait en mesure d'absorber la charge de travail supplémentaire ou si vous auriez besoin de personnel supplémentaire, afin que votre RSSI ait une vision la plus complète possible lorsqu'il évaluera les options. Le deuxième article est long, et provient de Cyril François, Jiayu Chan, Salim Bitan et Daniel Stepanik, d'Elastic Security Lab. Ils traitent de leur découverte d'une nouvelle famille de logiciels malveillants jusqu'alors inconnus, qui utilisent Microsoft Outlook comme canal de communication en exploitant l'API Microsoft Graph. L'équipe Elastic Security a découvert un composant malveillant qui récupère du shellcode à partir d'une infrastructure externe, ainsi qu'un composant qui agit comme un implant, permettant un accès supplémentaire aux attaquants. Le téléchargeur de shellcode est un minuscule exécutable Windows de seulement 206 kilooctets. Il atteint des domaines qui ressemblent à des fournisseurs bien connus, mais qui sont mal orthographiés. En particulier, checkpony.com, qui ressemble à checkpoint.com. Fortinet.com, qui ressemble à fortinet.com. Et vmsphere.com, pour ressembler à VMware vSphere. L'équipe a trouvé des versions Windows et Linux de l'implant et qui utilisent différentes méthodes de transmission de données aux serveurs de commande et de contrôle, en particulier des écouteurs UDP et TCP, un client de canal nommé mais aussi HTTP, UDP inversé, ICMP, TCP lié à un port TCP inversé et DNS et Outlook via REST API et via Graph API. L'implant utilise également une technique antiforensique et écrase ces fichiers avec des zéros avant de les supprimer, afin de compliquer leur récupération. Le logiciel malveillant exécute également Windows PowerShell, sans appeler réellement PowerShell.exe, en utilisant PowerPeek, un outil de sécurité offensif. Alors, à qui s'adresse principalement cet article? En regardant notre matrice de pertinence 5x5, que j'appelle la matrice de pertinence de VAFA, ou MPRV en abrégé, nous voyons que cet article s'adresse principalement aux équipes de sécurité. Il est également accessoirement impertinent pour les RSSI car l'équipe Elastic Security a estimé, compte tenu du niveau de sophistication des composants malveillants et du fait qu'il n'y a pas eu de signalement préalable, que l'objectif de la campagne était l'espionnage. Alors, que peut faire une équipe de sécurité en plus d'examiner les IOC et d'exécuter des requêtes via son SIM? Pour commencer, l'article met en avant quelques techniques intéressantes, en plus de l'utilisation de l'API Microsoft Graph, ce qui est déjà créatif en soi. Vous pouvez examiner ces techniques et modéliser la menace de l'attaquant sur votre réseau. Demandez-vous si vos règles de détection actuelles et votre collecte de journaux existantes seraient capables de détecter cet attaquant, en sachant comment il fonctionne. Où en est votre projet de segmentation réseau? L'article explique comment ce logiciel malveillant communique via UDP et TCP, DNS, ICMP, entre autres. Votre segmentation réseau détecterait-elle et bloquerait-elle ce trafic à l'intérieur de votre réseau? Disposez-vous d'alertes de seuil pour montrer, par exemple, que la taille des requêtes ou des réponses DNS était généralement d'une certaine taille, mais qu'à partir de cette date, elles sont maintenant plus importantes? Ou qu'il y en a davantage?
Vos alertes actuelles incluent des règles pour identifier le tuning à l'intérieur d'un autre protocole. Votre technologie de surveillance réseau est-elle actuellement configurée pour inspecter le trafic et détecter le contenu des paquets DNS malveillants? Si vous êtes le RSSI, il est probable que vous deviez fréquemment justifier pourquoi le budget de la sécurité doit augmenter malgré tous les investissements déjà réalisés. L'idée générale est que la sécurité est devenue un centre de coût. Elle ne génère pas de revenus. Pourquoi l'organisation doit-elle continuer à augmenter son budget? Des articles comme celui-ci peuvent aider à illustrer un exemple tangible des menaces que l'investissement dans la sécurité aide à combattre. Ou ils peuvent servir à montrer comment les attaquants innovent. Et que plus une organisation finance efficacement son programme de sécurité, mieux ses défenseurs seront équipés pour protéger l'organisation de manière adéquate. C'est tout, c'était l'épisode 1. Je suis Vafa Dario Izadinia. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié le préparer. Nest Radio est une initiative qui utilise la voix générée par l'IA pour partager des histoires et des discussions sur la cybersécurité sous forme parlée avec des auditeurs dans différentes langues. Si vous avez des suggestions d'histoires que vous aimeriez voir couvertes ou des questions à approfondir, envoyez-moi un message à nestradio.net. Si vous aimez ce contenu, parlez-en à vos amis. Et n'oubliez pas, restez curieux.